Bien, actualité de la pensée keynésienne. Alors, il a perdu une partie de son influence, Keynes, avec l'échec des politiques économiques. Il y a un problème, effectivement, c'est que quand il y a les chocs pétroliers dans les années 70, à partir de 73, eh bien, on applique des recettes keynésiennes, puisqu'il y a de la récession. Et finalement, on ne résout rien. La crise perdure, et donc, évidemment, on met Keynes aux oubliettes, on dit, voilà, la théorie est nulle, puisque quand on l'applique, elle ne résout pas le problème. Bon, je caricature un peu ce qui s'est dit et ce qui s'est fait à l'époque. En fait, c'est la crise de 73 qui est une crise très particulière, auquel on ne pouvait pas appliquer les recettes keynésiennes. Pourquoi ? Parce que c'était une crise où il y avait à la fois récession, inflation et chômage. De l'inédit. Les crises keynésiennes, c'est il y a récession et chômage, mais il n'y a pas inflation surtout pas. Il y a baisse des prix même. Donc on a appliqué une recette keynésienne à une situation qui n'était pas une situation de crise keynésienne. Voilà pour la petite histoire. Bref, on a rendu le grand homme responsable de nos malheurs. Il y a certains économistes, une grande partie des économistes qui étaient bien contents de cela, c'est tous les libéraux qui enfin arrivaient à régler son compte au maître. Il y a une véritable bataille d'hommes, une bataille idéologique entre les économistes à cette époque-là. On se déteste cordialement. On s'insulte publiquement. C'est vraiment une guerre de tranchées entre les écoles de pensée. Donc, il perd son influence dans les années 70-80, ce qui n'empêche pas le tout nouveau gouvernement socialiste de François Mitterrand en 1980 de se dépêcher de mettre en place une politique keynésienne ambitieuse qui va échouer, certes, mais l'inexpérience du pouvoir, et notamment du pouvoir économique, fait que les socialistes se sont empressés d'appliquer des recettes keynésiennes. Alors, comme pour Marx, là, finalement, la crise de 2008 a remis la théorie keynésienne à l'ordre du jour. Sauf que pour Marx, ça s'est juste tourné en vente de livres. Pour Keynes, c'est une réhabilitation de sa politique économique parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'à partir de la fin 2008, des gros plans de relance de l'activité vont être mis en œuvre par tous les grands États de la planète. Les États-Unis d'Amérique ont un plan de relance, hormis le refinancement de leur banque, la recapitalisation de leur banque, ceci mis à part, qui va frôler les 850 milliards de dollars quand même. Donc c'est une petite somme qu'on met sur la table pour relancer l'activité économique. En Europe, ces politiques de relance, elles seront beaucoup plus faibles. Elles seront de l'ordre de 250 à 300 milliards pour l'Union européenne. Mais on a bien compris qu'il fallait réamorcer la pompe. On a bien compris les leçons du maître. Alors la seule petite différence, il faut être juste, c'est des politiques keynésiennes par l'intervention massive de l'État dans l'activité économique. Par contre, Keynes, lui, il préconisait de relancer la demande. Je vous ai dit, la demande effective, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc il fallait que les gens consomment plus, finalement. Donc il fallait plutôt aider les individus les plus démunis, parce qu'on savait que dès qu'on leur donnait des allocations supplémentaires, ces gens allaient les dépenser. Donc ça rendait efficace la politique keynésienne. Qu'est-ce qu'on a fait dans les politiques de relance de 2008 ? On nous a offert des primes à la casse pour changer nos voitures. C'est comme si on nous donnait un revenu, en quelque sorte, puisqu'on fait baisser le prix des voitures. Mais c'est tout ce qu'on a fait pour la demande et le consommateur. Pour le reste, on a fait des prêts, subventionné les entreprises, baissé la fiscalité des entreprises. Donc, on a fait un plan de relance, sauf que ce plan de relance, il n'était pas destiné à relancer la demande, il était destiné à relancer l'offre. Et ça fait toute la différence. Mais, néanmoins, on peut prétendre que par l'importance des sommes qui ont été engagées, qui se traduisent aujourd'hui par comme chacun sait, par une dette pléthorique, eh bien, ces politiques étaient quand même d'inspiration keynésienne. Alors, il y a eu, après la mort du maître, dans les années 60, il y a eu, on a essayé de faire la paix entre libéraux et keynésiens, et donc il y a eu une tentative de mix,
de synthèse, si vous voulez, entre la théorie néoclassique et keynésienne. Ça s'appelle, pour la petite histoire, le modèle ISLM, où on montre justement qu'il y a possibilité d'un équilibre conjoint sur le marché des biens et sur le marché de la monnaie. Keynes a inspiré par ailleurs de nombreux économistes qui ont développé des théories néo-keynésiennes, alors plus ou moins keynésiennes, puisque ils ont souvent pris en compte les critiques néoclassiques. Notamment, bien se rendre compte que les relations macroéconomiques, je vous ai dit que Keynes c'était de la macroéconomie, eh bien elles étaient forcément fondées sur des comportements microéconomiques, donc des comportements d'agents, et que les keynésiens, ils devaient travailler, ils devaient expliciter, fournir des modèles de comportement des agents économiques. Alors, il y a en particulier ce qu'on a appelé la théorie du déséquilibre, qui va s'appuyer effectivement sur des comportements microéconomiques. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est une illustration de la synthèse dont je parlais, avec l'hypothèse de la rigidité des prix à la baisse. Soyons clairs, on a essentiellement travaillé sur le marché du travail, et le prix rigide à la baisse, c'est-à-dire qu'il ne baisse pas, c'est le salaire. Donc il y a une tentative de montrer qu'il y a des mécanismes microéconomiques à l'œuvre qui font que les salaires, le prix du travail sur le marché du travail ne peut pas baisser comme il devrait le faire, par exemple, quand il y a chômage. Parce que sur la théorie du marché, si vous avez chômage, pour régler le chômage, il faut arriver à baisser le salaire. Et donc on s'aperçoit, en prenant l'hypothèse de rigidité, que les salaires ne baissaient pas, que ces mécanismes n'étaient pas forcément imposés par l'État. La rigidité, parce qu'on peut dire, voilà, il y a le SMIC, je ne peux pas descendre en dessous, puisque c'est le salaire minimum réglementaire. Donc, c'est l'État qui, par la réglementation, si vous voulez, organise cette rigidité. Mais ils vont beaucoup plus loin que ça, nos néo-keynésiens, puisqu'ils disent, non, c'est les entrepreneurs et les salariés eux-mêmes, donc c'est dans leur comportement individuel que cette rigidité s'organise. Et donc, il y a une nouvelle théorie qui s'appelle la théorie du salaire d'efficience, qui est une super théorie, qui montre qu'un entrepreneur, il a intérêt à mieux payer ses salariés que les autres. Pourquoi a-t-il intérêt de le faire ? Parce que si, à travail égal, les salariés sont mieux payés chez lui que chez les autres, eh bien, ils feront mieux leur travail. Ils seront plus productifs. Pourquoi seront-ils plus productifs ? Parce que s'ils ne le sont pas, leur employeur va les virer, et donc ils perdront le supplément de rémunération qu'ils ont. Donc, ne voulant pas perdre ce supplément de rémunération, les salariés sont donc incités à travailler davantage et mieux pour conserver un salaire plus élevé. Ce faisant, ça veut dire que ce sont les entrepreneurs qui sont responsables de la rigidité du prix du travail à la baisse, puisque vous êtes incités à mieux payer les salariés que les autres. D'accord ? Donc ça, c'est des théories intéressantes qui sont nées de cette nécessité de donner des fondements microéconomiques à des lois macroéconomiques. Alors, la théorie du salaire d'efficience, c'est une théorie qui est utilisée en management, en gestion des ressources humaines. Effectivement, si vous voulez des bons salariés, d'abord attirer les meilleurs salariés, il faut proposer des salaires qui sont supérieurs à ceux de la qualification demandée. Et vous êtes quasiment sûr d'avoir les meilleurs salariés possibles. Donc c'est une théorie qui en plus a des portées pratiques en termes de recrutement et en termes de management des entreprises. Donc c'est la théorie du salaire d'efficience. Il y a une autre théorie sur laquelle je vais pas revenir, la théorie des contrats implicites, mais qui dit à peu près la même chose. Alors, il y a aussi, alors ça c'est quelque chose, je vous parlais tout à l'heure des anticipations. Je pense que s'il n'y avait pas eu Keynes, il n'y aurait jamais eu la théorie des anticipations rationnelles. Pourtant, la théorie des anticipations rationnelles n'est pas une théorie keynésienne, c'est une théorie libérale. Qui est là pour, précisément, pour montrer que toute intervention de l'État est inefficace. Alors, quelle est l'idée ? L'idée, c'est que les agents économiques anticipent le futur.
Et ils l'anticipent en fonction de leur expérience passée, en fonction de ce qu'ils connaissent. Jusque-là, il n'y a rien à dire. Donc, les individus savent que quand l'État, au nom de la relance économique, l'État leur verse des revenus supplémentaires ou baisse leurs impôts, ils savent, ces individus, que quand la situation économique sera rétablie, que l'État va s'empresser de leur reprendre ce qu'il leur a donné, par des augmentations d'impôts. Pourquoi ? Parce que la relance budgétaire, pour qu'elle fonctionne, elle s'appuie sur le déficit budgétaire. Et donc ce déficit budgétaire, à un moment donné, il faut le combler. Donc quand la situation économique, macroéconomique va mieux, l'argent rentre plus dans les caisses de l'État, mais il faut combler le déficit passé, et donc on augmente les impôts. On peut le faire puisque les gens profitent de la croissance économique et vont mieux en règle générale. Donc ils ont cette connaissance-là, les agents économiques. Donc quand l'État va faire une politique de relance, ils vont se dire, dans 2 ans, ils vont me demander de rembourser, plus les intérêts. Et donc qu'est-ce qu'ils font ? Comme ils sont rationnels, ils n'utilisent pas l'argent pour consommer, puisqu'ils savent qu'on va leur demander demain, ils le mettent à la banque, pour pouvoir le rembourser en temps utile. Si les individus se comportent de cette manière-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute politique économique est vaine. Elle ne sert à rien puisque les gens vont prévoir les conséquences et donc ça va annuler les effets de la politique. D'accord ? Donc voilà, à partir de la théorie de Keynes, voilà le type de théorie qu'on arrive à développer aujourd'hui. Alors, est-ce que les anticipations sont toutes rationnelles ? C'est un autre problème. Mais c'est sûr que ça peut nuire sur l'efficacité de la politique économique. Les néo-keynésiens, en règle générale, insistent sur toutes les imperfections du marché, comme la concurrence imparfaite, l'asymétrie d'information ou l'incomplétude des contrats. Tout ça, vous gardez ça dans un coin de votre tête, puisque ce sont des choses qu'on verra tout au long de l'année.